On continue cette revue de presse du Courrier international de fin avril 2020, hein, qui s'intitule « La vie d'après, nous entrons dans l'ère du sans contact ». On a vu que c'était quelque chose qui était prévu de longue date, hein, enfin, on l'apprend. L'idée, c'est vraiment de donner les moyens de se défaire de cette soumission à l'autorité ou de l'impuissance à répondre par des arguments à des journalistes, des chercheurs qui sont bardés de tous les diplômes. Comme je dis souvent, ils ont tous les titres, mais ils n'ont pas le roman. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont rien vécu. Ils n'ont rien à dire derrière leur titre, ou alors des choses extrêmement formatées qu'on leur a permis de faire, de chercher, de dire dans leurs universités ou dans leurs journaux. Et quand ils prennent la parole, c'est par un contrôle total de leur discours, une sorte de novlangue, où il faut décrypter les choses. Bon, et les faits. Du coup, l'article suivant, là on est à la page 17, dans les transports à Vienne, les passagers font la police. En échange d'un assouplissement des règles en vigueur, l'Autriche a imposé depuis le 14 avril le port du masque dans de nombreux espaces publics. L'inconfort règne et chacun surveille son prochain. Dit Presse de Vienne, hein, toujours cette culture germanique qu'on va retrouver aussi aux États-Unis, hein, où il y a à la fois vraiment une responsabilité collective, l'idée de faire partie d'un peuple, qui est une valeur dans la mesure où ça permet de prendre parfois les décisions qui s'imposent ensemble et d'avancer ensemble, mais en même temps, la délation, le conformisme, et puis de l'autre côté aussi des personnes très originales, innovantes, tout ça dans ces pays-là, dans les domaines de la médecine aussi, des modes de vie, de l'écriture, de l'éducation. Hein, voilà. C'est un article de Die Presse, Vienne, signé Eva Winreuter, publié le 15 avril. Cette remarque, si vous n'avez pas de masque, il ne faut pas parler. Un passager masqué s'adressant à deux jeunes hommes dans le métro de Vienne. Alors, après, suivent des articles, donc vue d'Afrique du Nord, hein, bon, aller sur la Lune et en revenir, bon là je passe, et vue d'Espagne. Alors là c'est intéressant aussi, les matheux, entre guillemets, à la rescousse, et donc c'est le site de El Confidencial. Je découvre ce journal, et je cite. Une fois passé le pic de la pandémie, relate le site El Confidencial, les modèles mathématiques épidémiologiques doivent faire face à un nouveau défi, déterminer ce qui va se passer à moyen et à long terme. Et tout, ou presque tout, dépendra de notre comportement. C'est en tout cas ce que pensent les mathématiciens espagnols qui travaillent sur ces modèles. Ainsi, l'équipe de recherche de l'université publique Rovira et Virgili, URV de Tarragone, Catalogne, façonne deux modèles mathématiques fondés sur l'hypothèse d'un retour à une certaine normalité. L'hypothèse d'un retour à une certaine normalité. Hein. Vous voyez qu'on ne nous prépare pas à la liberté pour tout de suite. Parce que liberté, c'est de plus en plus considéré comme irresponsabilité hein, dans les médias mainstream, ça on a pu s'en rendre compte. Le premier modèle mathématique est géographique, avec un déconfinement progressif par province, tandis que le second repose sur une sortie alternée, avec alternance de périodes de confinement et d'autres de plus grande liberté. Alex Arenas, chef de groupe de recherche de l'URV, le rappelle, les gens doivent prendre conscience que le concept de pic est dangereux, il ne faut pas croire qu'une fois passé, tout sera terminé, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il faut être clair pour que chacun comprenne que c'est une course de longue haleine, qu'il nous faut faire preuve de discipline et que nous devons continuer à respecter des restrictions jusqu'à ce que soit mis au point un vaccin ou un traitement efficace contre le virus. Comme celle de l'URV, les autres équipes de recherche tombent d'accord sur un point capital, l'absence de données assez fiables pour pouvoir se projeter à moyen et à long terme. Alors, les modèles mathématiques, hein, c'est comme les systèmes philosophiques ou les religions. Si vous acceptez le postulat de départ, vous êtes coincé. Les postulats de départ pour des mathématiciens, ce sont des chiffres, des statistiques, et là,
c'est comme les sondages, tout dépend comment ils sont faits, la question qu'on pose, les critères. Donc c'est extrêmement dangereux, parce que dans le prolongement de l'école de Vienne, début XXe siècle, qui veut remplacer absolument toutes les disciplines par des disciplines soi-disant scientifiques, hein, et aboutit à une scientisation de la société, sciences humaines, sciences sociales, sciences d'éducation, etc., eh bien, le dernier mot, c'est eux qui l'ont. Sachant qu'aussi la crise, eh bien, c'est des modèles mathématiques de petits génies comme ça, qui modélisent les cours de la bourse et qui permettent de faire beaucoup d'argent pour certains, de ruiner et de plonger beaucoup de personnes dans la misère et le malheur, d'un autre côté. Donc les matheux à la rescousse, attention, là aussi, de quelle école ils font partie, financés par qui, avec quel modèle de société, sur quoi c'est basé. Sachant qu'eux-mêmes, apparemment d'ailleurs, ils n'avaient rien prévu, ces gens-là, ou en tout cas ils ne le disent pas, et donc quelqu'un qui a fait preuve d'aussi peu de clairvoyance avant, il faut peut-être l'interroger pour ce qu'il est capable de dire après et pendant. Donc tout dépendra de notre comportement, là aussi, hein, responsabilisation ou même culpabilisation des populations qui pourraient ne pas faire ce qu'il faut. Article suivant. Il est trop tôt pour les passeports d'immunité, entre guillemets. Un article de Irma Tambunan, non, pardon, je suis allé trop vite. Un article du Courrier international, hein, de synthèse avec le MIT Technology Review, hein, le Massachusetts Institute of Technology qui est à Boston, hein, c'est Harvard au Massachusetts, le Los Angeles Times, le Guardian, Quartz. Alors j'ai pas regardé à qui appartenaient ces journaux, hein, mais bon, je doute que ce soit des quotidiens vraiment indépendants. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par indépendant? Ce sont des journaux qui ne sont pas tenus par des groupes financiers qui promeuvent un modèle de civilisation, ou même l'absence de modèle de civilisation, ou un modèle de civilisation prétendu libre. On appelle ça en fait l'anarcho-capitalisme, c'est-à-dire il est interdit de m'interdire, moi, hein, qui suis capitaliste, qui ai de l'argent, donc j'ai tous les droits, puisque cet argent je l'ai gagné par ma liberté, par mon courage, par ma ruse, etc. Voilà, donc j'ai tous les droits, c'est du darwinisme social. Et ça aboutit pas à des gens plus intelligents, hein, ça aboutit à des gens plus avides qui finalement sont hyper adaptés à un monde de pourris. Hein. Comme dans le futur, il y a cette idée que ce sont les rats et les scorpions qui survivront, hein, ça fait pas d'eux les animaux les plus beaux, ni les plus nobles, ni les plus intelligents, ni qui ont la vie la plus intéressante. Au contraire, hein, ils ont même une vie assez pitoyable. Les rats qui vivent planqués tout le temps à se reproduire et les scorpions. Mais le monde post-nucléaire va leur appartenir. Et ça, c'est une métaphore qu'il faut avoir en tête, hein, que c'est ce genre d'animal qui est le plus adapté dans le monde qu'on nous prépare. Comme dans les banlieues, hein, à l'autre bout de la chaîne d'impunité, eh bien l'animal totem, quelque part, c'est le pitbull. Hein, qui n'est pas un beau chien, qui n'est pas un chien intelligent, etc. Mais c'est un chien, quand il mord, il lâche pas. Et ça, ben, ça rassure ces populations-là qui sont en perte de repères, hein, qui se sentent totalement dévalorisées, qui ont l'impression d'être vraiment complètement méprisées, sans existence, etc. Et donc ils ont cette fascination du pitbull parce que quand ils chopent quelque chose, ils ne le lâchent plus. Mais c'est pas pour autant qu'il a raison de choper ça, ni de plus le lâcher, parce qu'il peut très bien aussi choper quelque chose qui est complètement empoisonné et qui va l'empoisonner lui. Voilà. Et celui qui considère comme son ennemi, ça ne sera pas forcément son ennemi. Ça sera peut-être quelqu'un qui va faire en sorte qu'il arrête de vivre une vie uniquement de pitbull dans son trou à rats. Alors, donc l'article dit ceci: il est trop tôt pour les passeports d'immunité, il est tentant de se dire qu'on va bientôt pouvoir tester les populations et autoriser les personnes immunisées contre le Covid-19 à circuler librement. Mais les choses sont loin d'être aussi simples. Et selon Chris Murray, de l'Université de Washington, au moins 95% de la population des États-Unis serait encore vulnérable
au coronavirus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vulnérable? C'est-à-dire prendre effectivement le virus et ne rien avoir ou un petit rhume. Ok, ça c'est être vulnérable, mais il n'y a aucun risque. Voilà. Et donc surtout pas celui de mourir ou de tuer quelqu'un. Et donc, selon Chris Murray, Université de Washington, 95% est vulnérable, donc voilà, des chiffres qui terrorisent, qui font peur, alors qu'il n'y a pas plus de danger qu'une autre grippe. Bon. L'Université de Washington, alors j'y ai pas été, j'ai été en communication par mail avec un gars qui s'appelle Léo Lefébure, un Américain qui est aussi Reverend, c'est-à-dire un religieux protestant, à Georgetown, et je lui ai écrit toujours pour ce livre sur le christianisme et le bouddhisme, où je démontre que cette synthèse qui s'est réalisée, et donc c'est super important au niveau de l'histoire des religions. Désolé pour ceux qui suivent toutes mes interventions, mais c'est pour expliquer à ceux qui les prennent en cours, un travail donc soutenu par Edgar Morin, le mien donc, et ce prof qui a écrit des livres sur Jésus et Bouddha, qui enseigne à l'Université de Washington, etc., qui m'a été recommandé par un ami à lui que j'ai rencontré à New York, à côté de Columbia, dans le Interfaith Center, qui lui était quelqu'un de bien, ce gars-là. Il répond à mon mail: « Je suis désolé monsieur, je ne suis pas un spécialiste de la question, je vous souhaite bonne chance. » Alors que c'était, ce Léo Lefébure, un spécialiste du dialogue interreligieux, du bouddhisme, du christianisme, qu'il écrivait des livres, qu'il était interviewé dans la presse, et voilà la réponse qu'il fait quand il y a un outsider qui arrive, dont pourtant le travail est soutenu par un des plus grands philosophes du monde et un ancien résistant en dehors de tout, justement, en dehors de tout parti politique et en dehors de toute notion voilà, d'appartenance à une communauté quelconque. Je parle d'Edgar Morin. L'article suivant. À Sumatra, les gens de la forêt ont appris à se protéger. Les orangs Rimba se sont isolés dès le début de la pandémie, une mesure traditionnelle mise en œuvre à chaque maladie pour éviter la contagion de ce peuple autochtone d'Indonésie. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, tirée de Kompas, Jakarta, et signée Irma Tambunan, publié le 13 avril. Ensuite, il y a un article moratoire sur la dette. Alors, bon, le problème de la dette, si elle est abolie, c'est que derrière, il peut y avoir aussi beaucoup de compensations qui peuvent être demandées en échange à des pays entiers, des moyens de pression, tout ça. Voilà. Bien sûr, il faut, moi je suis pour l'abolition de la dette des pays du tiers-monde, mais ce que je veux dire, c'est que cette façon de communiquer sur l'abolition ou le report de la dette, d'ailleurs, c'est pas l'abolition, c'est le FMI et le G20 qui ont décidé de suspendre les dettes d'une quarantaine d'États africains. Voilà, ils ne veulent pas l'abolir parce qu'il y a une façon de les tenir avec des taux d'intérêt et de leur vendre ce qu'ils veulent, de leur demander ce qu'ils veulent. Alors je passe sur l'article qui est dédié à la Pologne, une église sans paroissiens et sans ressources. D'ordinaire très fréquentée, les églises polonaises sont désormais désertes du fait du confinement. Privés des recettes des cérémonies, les prêtres doivent prendre des petits boulots, tirés de la Gazeta Wyborcza de Varsovie. Et donc le père Massiège dit ceci, je ne vais pas passer directement parce que bon, je trouve ça intéressant. Curé de la paroisse, pas de la passoire, curé de la paroisse de Korytowo, il dit ceci: cela ne préfigure-t-il pas ce que sera l'Église en Pologne dans 10 ou 15 ans? Alors, il faut savoir que si beaucoup de régimes autoritaires se sont appuyés depuis l'Ancien Régime, mais à travers d'autres, sur les religions situées dans les pays, les religions ont aussi été des moyens de résistance. Si on pense au père Popieluszko en Pologne dans les années 80, si on pense aux théologiens de la libération en Amérique centrale, en Amérique latine,
ça peut être des forces de résistance, et appauvrir les gens, vider les églises, ça peut être aussi, de la part d'un gouvernement totalitaire, une façon d'empêcher des espaces de résistance, de débat, de solidarité, de transmission de l'information, en dehors de l'hypercontrôle que nous propose l'Internet de demain, hein, et les urgences sanitaires. Royaume-Uni. La ville se réservoir de biodiversité, friche industrielle, station-service, le milieu urbain serait plus propice à la vie sauvage que la campagne, assure le quotidien britannique The Guardian, un article de Amy Fleming. Alors, évidemment, si la campagne, c'est la campagne telle que l'a préparée le Crédit Agricole, la FNSEA, la politique agricole commune, Monsanto, Cargill et tout ça, bien évidemment que le milieu des villes où il y a moins de pesticides et finalement où il y a plus de terres incontaminées par ce genre de choses, eh bien ça peut être un réservoir de biodiversité, mais ce qu'il faut c'est que les campagnes redeviennent le réservoir de biodiversité. Politique, il est temps de décentraliser. Alors là, c'est un article du Frankfurter Allgemeine Zeitung de Francfort, encore un des hauts lieux de la finance dans le monde, hein, et qui dit « Pour sortir de la crise sanitaire, le gouvernement français devrait s'inspirer de l'Allemagne et s'appuyer sur les autorités locales. » Alors, pourquoi pas? Tout dépend, les autorités locales, par qui elles sont tenues, et ce qu'elles ont le droit de faire. Hein. Parce que si c'est juste la reproduction de ce qui se décide en très haut lieu, au niveau international, et une façon d'enlever du pouvoir à un État qui serait souverain et qui serait un État bon, ce qui n'est pas le cas en France, bien évidemment, eh bien cette décentralisation peut être vraiment à double tranchant, parce que ça peut être une façon d'affaiblir des territoires, un pays, en divisant et en faisant en sorte que du coup les collectivités locales, les territoires, comme on dit aujourd'hui hein, dans la novlangue, eh bien les territoires soient à la recherche d'argent et aillent se vendre à du privé qui n'aura pas forcément le sens de l'intérêt collectif, qui l'aura même assez souvent, rarement, parce que c'est pas leur morale, c'est pas comme ça qu'on les éduque dans les écoles de commerce, et sauf exception, bien évidemment. Alors, d'autant plus que l'article commence par dire que les 3 premières années du bilan d'Emmanuel Macron étaient très bonnes. Donc voilà, on peut être à peu près sûr que c'est un journal qui bosse, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui bosse avec la finance à Francfort. Il dit ceci: ni les manifestations des Gilets jaunes, qui ont duré des semaines, ni le long mouvement de grève contre la réforme des retraites n'avaient pu détourner le chef de l'État de son cap réformateur. Macron n'a jamais perdu de vue son objectif qui était de rendre la France de nouveau compétitive et de formuler le projet européen d'égal à égal avec l'Allemagne. Les changements entrepris sur le marché du travail, dans l'éducation nationale, l'apprentissage et le perfectionnement professionnel ne sont pas restés sans effet. Le chômage a baissé, les perspectives se sont améliorées pour les jeunes en début de carrière. L'économie s'est mise à progresser plus vigoureusement qu'en Allemagne. Donc vraiment un miracle qui fait penser eh bien, à ce qu'apportaient les Chicago Boys au Chili, ou en Argentine, hein, avec le plan Condor et les travaux donc, du docteur Evan Cameron. Je suis toujours dans le prolongement de la stratégie du choc, hein, qu'il ne faut jamais oublier pour répondre à ceux qui accusent de conspirationnisme ou de complotisme, que les programmes d'invasion étudiés en récupérant des recherches en psychiatrie avec la CIA, avec l'armée, avec les journaux, avec les politiques, tout ça, ça existe, ça a toujours existé, ça a été dénoncé dans les années 70 par le New York Times. Donc voilà, il faut leur dire ça, il faut inverser le rapport de honte ou d'autocensure, c'est eux qui devraient avoir honte d'une telle ignorance, quand derrière ce sont des dizaines et des dizaines de millions de personnes, pendant des années et des années, qui ont subi la dictature, la torture, la censure, etc. Voilà. Et donc, Macron qui dit « Sachons nous réinventer », moi le premier, ça fait penser à Sarkozy, j'ai changé,
Pour ceux qui ont connu cette époque, j'ai échangé. Voilà. La prétention à l'omnipotence de l'administration centrale est un frein. Un frein, mais justement, cette prétention à l'omnipotence, eh bien, elle est de la part du gouvernement, par un refus d'avoir un débat qui serait véritablement ouvert sur d'autres voies, sur d'autres méthodes qui pourtant ont montré leur efficacité, un débat à grande échelle. Je ne parle pas uniquement, bien sûr, du docteur Raoult. L'article dit aussi ceci. À partir du 11 mai, les salariés doivent retourner sur leur lieu de travail, les écoles et les crèches doivent rouvrir leurs portes. Le centralisme français se révèle être un obstacle à une stratégie de sortie de crise plus rapide et répartie dans les régions. Par exemple, les Français qui vivent dans les contreforts des Cévennes doivent respecter des règles de confinement aussi strictes que les Parisiens. Or, on ne recense pas un seul décès dû au Covid-19 dans le département de Lozère, alors que l'épidémie a coûté la vie à plus de 3800 personnes en région parisienne. Effectivement, ça c'est un système à la française. Ça n'empêche pas que ce journal soit libéral, soit pro-Macron, mais il y a des variantes dans la libéralité, dans le libéralisme, dans la façon de traiter les problèmes en fonction des pays. Mais ça, encore une fois, c'est toujours cette idée que l'autorité vient d'en haut, de l'État qui seul est légitime, parce que c'est l'héritier des Lumières qui a libéré tout le monde avec les philosophes, avec le progrès, le bonheur, le travail, et on est toujours dans cette idée-là avec Macron représentant du libéralisme, parce que la Révolution française était une révolution faite par le milieu libéral. Voilà. Et donc cette idée de soumission à une autorité en France, et parce que les campagnes pourraient être un lieu aussi où les gens vont pour échapper à un confinement qui ne devrait pas les concerner parce qu'ils n'ont pas de problème, d'autant plus qu'ils n'ont pas été testés, donc on peut les soupçonner encore plus à cause de cela. Et ça pourrait être une façon de se réorganiser et de résister au modèle global d'économie qui détruit tout. Voilà, et donc ça, on n'en veut pas. Moi, quand je suis parti en Angleterre au début de l'épidémie de coronavirus, eh bien, je suis resté une semaine, finalement je suis rentré parce que l'Angleterre, sous la pression de la France en particulier, a été obligée d'adopter le confinement. Depuis la mi-mars, Santé publique France interdit à ses officines départementales de rendre public le nombre de cas. Les informations sont centralisées au détriment de la transparence. Il y a peu, le Premier ministre a mis en doute devant l'Assemblée nationale le fait que l'Allemagne était capable de procéder à un demi-million de tests par semaine. Il cherchait ainsi à détourner l'attention des difficultés de la France à améliorer ses capacités de dépistage. Donc ça c'est extrêmement important, voilà pourquoi il faut lire la presse étrangère et ouvrir toujours l'esprit dans l'espace comme à travers l'histoire, pour comprendre ce qui nous arrive. Ici on a un journal libéral, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui révèle que depuis la mi-mars, Santé publique France, alors c'est quoi? Là, il faut aller chercher qui c'est Santé publique France, interdit à ses officines départementales de rendre public le nombre des cas, les informations sont centralisées au détriment de la transparence, donc ça c'est gravissime. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? À qui profite le crime? Ceux qui sont sur le terrain, pourquoi ne peuvent-ils pas dire ce qui se passe dans la réalité? C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et Santé publique France, donc on voit, nous ne sommes pas en démocratie, il n'y a pas de transparence, et c'est inquiétant. C'est inquiétant, donc les gens doivent le savoir, relier cette information, diffusez-la, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Et que dit aussi l'article de Michaela Wiegel, publié le 16 avril. Or, si la mise en place de tests est si lente, c'est parce que l'État central ne fait pas confiance aux installations des laboratoires privés et exige que les tests de dépistage aient lieu uniquement dans les hôpitaux publics qui sont sous le contrôle de cet État, qui lui-même est sous le contrôle des entreprises et de la banque. Ce n'est qu'à la mi-mars que cette interdiction a été levée, mais maintenant ce qui fait défaut pour un dépistage d'envergure, puisque bien évidemment on n'a pas de dépistage,
ce sont les équipements et le personnel qualifié. Cette réinvention de la France que souhaite Macron devrait également passer par une plus grande confiance dans les forces de la société au niveau local et régional.